La caractéristique pour moi de la réflexion esthétique moderne, c'est qu'elle a rompu. Je vous vois tous en train d'écrire, de prendre des notes, c'est terrible, hein. Si ça doit continuer comme ça, j'arrête tout de suite. Je ne parle pas. Non, je plaisante. Euh, la caractéristique de l'esthétique moderne, au fond, c'est sa rupture avec les spiritualités théologiques, avec la métaphysique, si vous voulez, hein. L'idée que c'est la rupture avec l'idée que le sensible doit être sublimé dans le concept pour être compris. C'est ça la grande caractéristique. Vous me direz, mais ça c'est la phénoménologie, c'est pas l'esthétique en général. Bon, tout de même, je me dis que je suis en train de relire, je bavarde hein, avec vous, avec votre permission. Je suis en train de relire parce que j'ai l'ambition avec un collègue de la fac d'Aix, esthéticien de formation, qui travaille plutôt sur le cinéma, mais qui est esthéticien de formation, euh, sur et avec Jean Grenier, dont je ne vais pas parler là, mais Grenier est un philosophe, comme vous savez, lorsqu'il enseignait dans le secondaire, c'était le mentor, le père spirituel de Camus à Alger, hein. Grenier a terminé sa carrière, c'est un grand universitaire, Grenier, un chercheur, aussi, pas seulement un généraliste, spécialiste de philosophie générale, il a terminé sa carrière, comme vous savez, à la Sorbonne, et il avait la chaire d'esthétique de la Sorbonne. J'aurais lu beaucoup Grenier, ce qui me frappe chez Grenier, ce qui me frappe dans sa façon de faire de l'esthétique, c'est que, justement, il assume d'avoir complètement rompu avec une conception, au fond, spiritualiste, métaphysique de l'esthétique, et il assume de travailler sur le contentement, le bonheur, le plaisir d'être là, enfin, une espèce d'existentialisme esthétique curieux dont, évidemment, Camus s'est fait l'écho dans son œuvre, parce que lorsque vous lisez L'été, Noces de Camus, enfin, d'une manière ou d'une autre, vous, vous, vous retrouvez Grenier. Enfin, je ne dis pas que c'est du Grenier, hein, mais voilà, Grenier est présent dans ce que Camus écrit. D'ailleurs, lorsque Camus reçoit son prix Nobel à Stockholm, euh, il rend hommage à Grenier, hein. Il dit voilà, ce Nobel est aussi pour mon maître en philosophie, Jean Grenier. Bon. Donc Camus avait une formation philosophique. Il n'a pas passé l'agrégation, par exemple, de philo parce qu'il était, c'est comme Barthes, il était tuberculeux, hein, et que il fallait pas être malade pour être agrégé. C'était ça, hein. Vous ne pouvez pas le prendre. Voilà, c'est ça. On ne pouvait pas. Et d'ailleurs, il a peut-être eu raison de s'apercevoir qu'il n'y avait pas que cette voie-là. Il y a une déterminité philosophique de ce qu'écrit Camus qui est absolument considérable. Donc pourquoi cette question du contentement? Euh, donc oui, je me dis qu'il faudrait faire quelque chose avec Grenier, qui n'est pas complètement oublié, mais d'ailleurs j'en parlerai à Bernard Salignon à l'occasion. J'ai envie de faire à la fac d'Aix de façon un peu organisée et euh, solide, quelque chose autour de Grenier, l'esthétique et la pensée de Grenier. Je pense que c'est le moment. Une philosophie du contentement et une philosophie du contentement comme fond à la fois de l'expérience esthétique et de l'expérience philosophique. Il y a chez Grenier cette idée qu'on trouve chez Husserl, comme vous savez, hein, puisque Husserl a directement écrit un titre qui a un, un, un article qui a ce titre-là. Euh, ce qui est purement philosophique et ce qui est purement esthétique constituent une seule et même réalité et euh, possèdent le même fond. Dans la question du contentement, c'est- donc voilà, là, je vais partir sur ce que je voulais vous dire maintenant. Je laisse tomber ces préliminaires.
Pendant très longtemps, dans ces... C'est moi qui parle là, c'est moi qui le dis, hein, c'est mon délire. Pendant très longtemps, dans ces 40, dans ces 50, dans ces 60 dernières années, le rationalisme métaphysique occidental était moins présent à la lettre, mais il était toujours présent dans l'esprit. C'est-à-dire que, aussi bien vous voyez dans la psychanalyse, dans le freudisme et dans ce que l'université en faisait, que dans le marxisme, qui a un fond productiviste, et qui a dans l'idée que l'être est le résultat d'une action, d'un effort, dans le temps, et qu'il faut s'en donner les moyens. Pendant très longtemps, donc, le travail du négatif a été présent. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que il n'y avait pas de pensée de la plénitude. Les pensées de la plénitude n'étaient pas reçues à l'université comme telles pour l'histoire de la philosophie occidentale, peut-être jusqu'à la phénoménologie, mais aujourd'hui c'est encore un peu présent, mais bon, les choses se sont transformées à tel point que maintenant vous avez de toutes petites communautés qui s'occupent de leurs affaires dans leur coin, chacune. Bon, la tentation ou la tendance ou la volonté de l'universel a disparu. Mais pendant très longtemps, je me dis que il était difficile pour un spécialiste d'esthétique ou de théorie des sensibilités de travailler sur le contentement. Pourquoi? Parce que pour les philosophies dialectiques, rationalistes instrumentales, pour les spiritualités non intégratives, le mot de plénitude était un blasphème. C'est aussi simple que ça. La plénitude était un blasphème. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de possibilité d'imaginer, de totaliser, pas possibilité d'imaginer que l'expérience puisse se retrouver totalement dans une sensation de complétude à l'intérieur de laquelle le sujet, l'individu et le monde considéré comme totalité de ce qui existe, l'univers aussi bien, pouvait se retrouver et de manière mimétique. Hein. Si l'univers est complet, l'homme est complet. Si rien n'est complet, l'homme n'est pas complet. Mais la complétude, non seulement est possible, elle est réelle. Il me semble que, voilà le terrain sur lequel je voudrais vous amener, vous y réfléchirez tout seul ensuite, hein, que l'intérêt au fond de la pratique de l'esthétique aujourd'hui, c'est de donner à penser que la plénitude est de ce monde, que la plénitude est de ce monde, qu'on peut y être sensible, qu'elle a à voir avec ce que nous appelons être sensible. Dans la plénitude de ce monde, sans autre monde. Je traduis, l'esthétique, c'est l'accomplissement de l'athéisme. Ça n'est pas Dieu, ça n'est pas le Dieu, ça n'est pas la raison, ça n'est pas la vérité préalable qui assure la tenue de l'existence, c'est l'absence de repères, sinon la sensibilité, le fait d'être au monde sans repères et d'éprouver que, enfin, on peut y être bien, vous allez voir pourquoi je le dis comme ça, sans prise, au sens où l'entend l'alpiniste, autre que le sentiment de l'existence. Alors, dans cette perspective, il me semble que, ça aussi je le dis un peu pour votre gouverne, pour que vous fassiez provision de concepts, que vous détourniez hein, des concepts importants, que vous vous les appropriez et ne pas les laisser à d'autres pour un usage aussi bien moins riche et dévoyé. Dans cette perspective,
il y a quelque chose d'éminemment romanesque, pour le dire avec cette violence, si vous voulez. Il y a quelque chose d'éminemment romanesque dans l'idée que je me fais de la nature de l'objet et de la pratique de l'esthétique. Il y a quelque chose de romanesque dans l'expérience esthétique. Qu'est-ce que j'appelle romanesque ici? Alors c'est Sloterdijk qui le dit comme ça, hein. C'est Sloterdijk qui indique cette voie de réflexion. On est dans Ni le soleil ni la mort. C'est un ouvrage qu'il a publié en 2004, il y a bientôt une vingtaine d'années. Ce qui est romanesque, dit Sloterdijk, Peter Sloterdijk, le philosophe allemand dont vous connaissez le nom, toujours vivant. Ce qui est romanesque, je cite, c'est ce qui est capable d'assurer la tenue des existences sans concours transcendant ou extérieur à elles. Ce qui est romanesque, super. On a envie d'avoir une vie romanesque, vous comprenez? Esthétique. Et tout d'un coup, ça se synonymise. Ce qui est romanesque, c'est ce qui est capable d'assurer la tenue des existences sans concours transcendant ou extérieur à elles. Je ne sais pas d'où il sort ça. Sloterdijk, il est un peu comme Deleuze, il dit jamais, il pique ses idées. Mais Deleuze a affirmé une chose de ce genre lorsqu'il a dit que, évidemment, il y a une différence entre la littérature et la philosophie. C'est la raison pour laquelle la vraie philosophie est une forme de la littérature, est une forme de littérature. La différence entre la littérature et la philosophie, c'est que la littérature c'est mieux, chez Deleuze. Hein. Pourquoi? Parce que la littérature n'a pas besoin de s'assurer en vérité de ce qu'elle dit. Elle n'a pas besoin de métadiscours préparatoires pour dire ce qu'elle dit, et elle ne prétend pas trouver la vérité. C'est quoi cette vérité? Ça, c'est Deleuze, hein, il emprunte à Deleuze, Sloterdijk, je ne vois pas qui d'autre. Cette dimension romanesque de l'esthétique, enfin, qui n'est rien d'autre au fond que l'impossibilité de fonder l'existence sur quelque chose qui lui soit extérieur, qui soit extérieur à elle, eh bien, c'est tout simplement ce qu'il appelle, je cite, la vérité en l'absence de vérité. L'esthétique, c'est la vérité en l'absence de vérité. Vérité, là, au sens métaphysique, si vous voulez. Une certaine façon de lutter contre les surnatures, de lutter contre une vérité préétablie, une préséance peut-être même, qui sait, d'un ordre symbolique à main nue. Quelque chose un peu comme lutter sans Dieu contre la mécréance, si vous voulez. Hein, quelque chose de ce genre. Et là, vous voyez, tout d'un coup, on retrouve le fond existentialiste de la pensée de Grenier, hein, quand il affirme des choses de ce genre. Il est à Naples, et il dit: qu'est-ce qui se passe? Je me sens tellement bien. Et tout ce que j'ai jamais cherché en philosophie, voilà que maintenant je l'éprouve. Enfin, il y a donc une expérience philosophique qui peut prendre une dimension sensible. La réponse de Grenier, c'est que, eh bien, j'ai compris, je cite, qu'il suffisait d'être là pour être heureux. Bon, il faut se lever de bon matin, hein, pour que des plaisanteries de ce genre, enfin, puissent prendre un tour réellement philosophique, enfin. Je veux dire, bon, on a le droit de se sentir bien, mais enfin, d'autres ont le droit de se sentir mal aussi bien. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé cette réflexion à haute voix. Hein. Vous voyez, je réfléchis à haute voix avec vous, là, vous l'avez bien compris. Hein. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'intituler cette réflexion « L'heure de la sensation vraie ».
Mais j'aime beaucoup cet énoncé, hein, avec l'audace de... C'est Peter Handke. Donc on ne peut pas le dire comme ça, mais enfin l'audace de l'autodidacte, quoi. Hein. L'heure de la sensation vraie. Alors, c'est Peter Handke. L'heure de la sensation vraie, c'est un petit livre qu'il publie en 1964, dont il reprend l'essentiel, beaucoup plus tard, dans les années 2000, dans ce petit livre qui est sorti chez Folio et qui s'appelle Histoire d'enfant. Donc vous ne trouverez pas l'heure de la sensation vraie, mais vous trouverez sa théorie de la sensation vraie dans Histoire d'enfant. C'est un tout petit livre, hein. Là, vous l'avez dédoublé puisque vous avez le texte allemand. Donc, Peter Handke, Histoire d'enfant. C'est quoi l'heure de la sensation vraie? Bon, une sensation n'est ni vraie ni fausse. Hein. On sait ça depuis les épicuriens, par exemple, depuis Épicure. La sensation est un allogone. Ni vraie ni fausse, elle a lieu, elle est réelle. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une sensation vraie? Déjà, là, on est sur un terrain qui est plutôt esthétique, hein, puisque la sensation, le fait d'éprouver ce qu'on éprouve, et sa valeur, la valeur de son objet, dans cette perspective, donne l'impression de coïncider. Hein. L'esthétique, ce serait ce qui nous ferait faire l'expérience de la coïncidence du sensible et de la valeur. De l'être et de la valeur. Alors, ça commence à sentir le roussi, philosophiquement, quand même, parce que, vous comprenez, si l'être et la valeur coïncident, c'est toujours au profit de l'être, enfin, c'est pas au profit de la valeur. On éprouve ce qu'on éprouve, et puis, bonsoir. En tout cas, peut-être, là, ce qui nous est indiqué, c'est que ce qui est esthétique, c'est ce qui donne l'impression, à tort ou à raison, que l'existence, attention, le fait d'être, hein, le caractère existant de ce qui est, et le fait, pour un sujet, éventuellement, d'éprouver son caractère existant. On n'est pas dans une théorie de l'intime, là, attention, hein, vous me comprenez bien. C'est tout le contraire. Ça n'a rien de psycho-dégradable quand on éprouve qu'on existe. Parce qu'on n'éprouve pas quelque chose correspondant à une modalité d'être, je suis grand, petit, riche, pauvre, intelligent ou stupide. Je suis. Ce qui est une autre paire de manches. C'est peu de le dire. Bon. Oui, alors voilà. Est esthétique, ce qui donne l'impression que l'existence est en elle-même une signification. Alors c'est chez Handke, l'heure de la sensation vraie, c'est le moment crucial qu'on peut artialiser, hein, qu'on peut essayer de reproduire, qu'on peut enseigner, enfin, qu'on peut indiquer comme la voie d'un contentement plénier. Hein. L'heure de la sensation vraie, c'est le moment où cette impression, ce miracle esthétique, là je parle comme Wittgenstein, hein. L'esthétique, c'est d'éprouver que ce qui est. L'esthétique, c'est ce moment crucial où, tout d'un coup, le sens sensible et le sens sensé ne font plus qu'un, et où le sentiment de l'existence et la joie, je ne dis pas le bonheur, parce que le bonheur a peut-être des modalités, ne font plus qu'un. Une certaine manière de faire reposer l'exister, une certaine manière de faire reposer l'exister sur rien, rien de plus ou rien d'autre, mais sans effondrement et sans étrangeté. Hein. Alors je viens à Handke. La question que Handke se pose, c'est une question qui se pose souvent, c'est la question de savoir si on peut vivre
comme l'être est? Est-ce qu'on peut vivre comme être est, hein? En tout cas, lui, il a essayé de mettre en fiction l'effet être, comme il dit, et je crois il y est arrivé assez bien. Tenez, vous voulez l'éclairage de Dufresne, c'est dans la phénoménologie de l'expérience esthétique, hein. L'éclairage de Dufresne, là, à ce moment de ma réflexion. Au niveau esthétique, dit Dufresne, ça c'est pas lui qui le dit, c'est moi. Maintenant je cite. La chose installée dans l'être n'a pas besoin de signifier, elle n'a pas à être visible, capable d'être vue d'abord. C'est nous qui avons à la voir. Alors, l'heure de la sensation vraie. Dans ce petit livre, Handke répond à la question de savoir, c'est la question esthétique, hein. L'esthésiste, c'est la sensation, vous savez. À quoi sommes-nous sensibles? À quoi sommes-nous sensibles? Alors comment faisons-nous pour le savoir? On peut être sensible à des tas de choses, hein, à toutes sortes de modalités d'être. Mais fondamentalement, à quoi sommes-nous sensibles? Pour le savoir, Handke fait un détour, je dirais, de nature philosophique, enfin un peu comparable au détour que fait Rousseau pour savoir ce que nous éprouvons fondamentalement. Pour lui, c'est la pitié, la répugnance innée à avoir souffert son semblable. Ça n'a jamais existé, mais c'est quelque part enfoui, avant même toute naissance, comme un modèle qui rend la réalité pensable. Vous comprenez, c'est un modèle philosophique, là. C'est quoi le modèle philosophique de Handke? Pour comprendre à quoi nous sommes sensibles, parce que Handke est comme vous et moi, il voit bien à quoi nous sommes sensibles. Nous sommes sensibles à tout, à rien, à son contraire, enfin, j'en sais rien, je suis devant mon ordinateur et tout d'un coup, le week-end à Marrakech ne coûte que 49 €. Aller-retour? Aller-retour, hôtel compris. Et petits soins là-bas compris. Puisque c'est forcément de la prostitution. Et alors je suis sensible, évidemment, je prends mon billet. Vous comprenez bien que c'est pas de cette manière modalisée que Handke interpelle la question de savoir quel est l'objet de la sensibilité. Quel est l'objet de la sensibilité en soi? Si nous étions sensibles, en quelque sorte, en soi, si on peut dire, et bien entendu, attention, ça n'existe pas, c'est un modèle pour comprendre ce qui nous arrive, malgré tout, toujours, qui sait, peut-être au fond, parce que ça va demeurer. Alors, il fait Rousseau, je le dis comme ça pour que vous compreniez mieux, hein, mais il fait un détour à la Rousseau, il modélise philosophiquement le tuteur de cette impression, il va le trouver, où ça? Chez l'enfant. C'est un peu nietzschéen, ça, après tout, hein. Chez Nietzsche, quand il a besoin de savoir ce que nous éprouvons pour de bon, il ne regarde pas, comme il dit, le banquier ou le père de famille, mais le poète, l'enfant, l'artiste, enfin, etc. Très bien. Donc c'est l'enfant. À quoi est-on sensible en vérité? C'est l'enfant qui nous l'apprend. Bon, évidemment, aucun enfant n'a jamais été vraiment sensible comme ça, mais si c'est pas vrai, c'est bien trouvé. Et alors, vous voyez, d'où, hein, les retrouvailles de cette heure de vérité avec la question de l'enfance chez Handke, dans l'histoire d'enfant, dans les mêmes termes. Eh bien, il explicite ce qui fait que, dans le regard de l'enfant, dans sa manière d'être au monde, jusqu'à un certain moment où l'heure de la vérité disparaît, eh bien, il y a une épreuve de l'existence nue, dit-il. Handke a eu une fille, une petite fille. Entre-temps, il a compris que son heure de la sensation vraie était fondée. Il est avec elle dans un jardin public, il la regarde faire pendant une après-midi entière, et le soir, il tire les conclusions.
C'était quoi cet être humain avec qui j'étais cet après-midi? Ma fille, mais c'était quoi cet être humain-là? Qui m'a tellement donné l'impression d'être au monde avant d'être avec moi, d'être avec les autres, enfin, d'être là tellement. Qui m'a tellement donné l'impression d'être là, de se sentir être là. C'était quoi cet être humain? Eh bien, je cite, cet être humain est un être humain qui était. Cet être humain est un être humain qui était. On peut écrire des trucs pareils. Même en chinois, ça ne veut rien dire. Qui était quoi? Qui était qui? Il n'y a plus de qui là. Vous voyez, c'est pas psychodégradable. Hein. Qui était? Deux fois. Virgule. Qui était le fait d'être. Cet être humain qui était le fait d'être. Alors, évidemment, pour l'enfant, le monde est sensible parce que c'est par mimétisme avec la présence muette du monde que l'enfant est ce qu'il est. Hein? La vie est traversée par une vérité qui n'est pas une vérité préalable, une vérité dont on puisse rendre raison et qui puisse, in fine, constituer le fondement de l'être. La vie est traversée de vérité quand elle approche, le fait d'être, s'y oublie tout le reste, oublie l'histoire d'ailleurs, hein, il le dit comme ça, l'histoire des hommes, etc. Jean-Luc Nancy a tourné autour de ce pot-là, si je peux dire, quand il a écrit que la phénoménologie est une discipline essentiellement esthétique. Pourquoi? Parce qu'elle aide, je cite, à voir le monde comme étant vu, à voir le monde non comme étant vu, mais comme étant là. Non pas voir le monde comme étant vu, mais comme étant là. Alors, comment l'enfant peut-il se situer à un tel niveau, ontologiquement parlant? Se sentir être là avant de se sentir être qui il est, etc., etc., si c'est possible. Bien entendu, vous savez que ça n'est pas possible, ça. Notre problème, c'est que ça n'est pas possible, mais que c'est réel. C'est bien ça, le problème. Eh bien, comment peut-il se retrouver là, à ce point, à ce sommet-là, dans cette plénitude-là? L'enfant, c'est très simple, il lui suffit d'être content. Alors ça, c'est le mot, ce sont les mots de Handke. Il suffit d'être content. Il regarde sa fille, et le soir, il en tire la conclusion qu'il y a une certaine facilité chez l'enfant, à la condition, dit-il, il est comme nous, il sait bien ça. Puis c'est bien que s'il fait une conférence là-dessus, il y aura toujours quelqu'un dans la salle pour lui chercher les poux dans la tête, en disant, mais... Et l'inconscient de cet enfant, et le viol de sa grand-tante pendant la dernière guerre, qui continue de le travailler, et le fait qu'il est pauvre, ou trop riche, et toutes les modalités d'être qui font que, oui, mais c'est un modèle pour penser autre chose, la possibilité même qu'il y ait à un moment donné un accès au réel. L'enfant est content, mais en quel sens est-il content? Il dit, j'ai regardé cet enfant, il dit pas ma fille. Hein. L'enfant. Il est fou, quoi. Elle était contente, il était content, cet enfant. Et c'était quoi, ce contentement? Il était content dans le sens où il aime bien être au monde. L'enfant est content dans le sens où, ouvrez les guillemets, il aime bien être au monde. Bon. Tant que. Il aime bien être au monde. C'est tout? Un livre pour ça? Oui, un livre pour ça. Parce que là, alors là, pour le coup, c'est la fin de toute littérature. Après, il n'y a plus rien à écrire. Et bon, la littérature sombre dans
le romanesque au sens où l'on entend sloterdijk, c'est-à-dire le fait d'innocence, enfin, qui fait qu'on ne parle pas en vérité. Hein. Et la vérité n'est pas une forme de l'esprit. Ce contentement à peu de frais, c'est peu de le dire, hein. Ce contentement à peu de frais, puisqu'on était avec Grenier tout à l'heure, c'est un fait que vous le trouvez chez Camus. Hein. Vous le trouvez vraiment chez Camus. Hein. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose de... La fille de Hanke, elle n'a pas lu Camus, mais bien entendu que si elle se met à le lire, elle se retrouve dans ce que son père écrit, de ce qu'elle éprouve quand elle est enfant, et au un sur un. Hein. Camus parle dans l'été de... Il est devant le Luberon. Hein. Il a le Luberon qui lui barre la vue, ou qui la lui emplit la vue. Le Luberon n'est pas vu comme étant vu, mais comme étant là. Donc au fond, le Luberon ne lui emplit pas la vue et ne lui barre pas la vue. En tout cas, il y a le Luberon qui est là. Il vivait à Lourmarin, hein, Camus. À un moment donné, comme vous savez, il y est d'ailleurs enterré. Tout se tait devant ce fracas, le fracas du silence du Luberon. Et le Luberon, là-bas, n'est qu'un énorme bloc de silence que j'écoute sans répit. Autour de moi, on court, on va, on vient. Mais je ne m'en préoccupe pas. Je suis devant le Luberon, ma joie grandit. Toujours la même, de nouveau, une énigme heureuse m'aide à tout comprendre. Une énigme heureuse m'aide à tout comprendre. Alors cette énigme heureuse qui aide à comprendre, évidemment, elle est difficile, son objet est difficile à verbaliser. Il n'a rien de symbolique, c'est pas insignifiant. C'est pas insignifié non plus. Cette énigme coagule l'univers et ses formes dans un éblouissement obscur. Coagule l'univers et ses formes dans un éblouissement obscur. Un peu plus loin, il dit que cet éblouissement obscur, c'est ce qu'il appelle vérité. Hein? Bon, il y a quelque chose de complètement cruel là, sans sous l'entendre Santayana, hein? Une cruauté mystique du vrai, du beau, du bien, confondu dans l'expérience existentielle même. Hein. Soit dit en passant aussi, je m'arrête 2 secondes là-dessus. Vous avez un universel là-dedans. C'est pour ça qu'on peut parler de vérité. Vous avez un universel. Vous avez quelque chose que les humains peuvent partager, qu'ils ont en commun. Et c'est quoi ce qu'ils ont en commun? Exactement le contraire de ce commun dont on nous rebat les oreilles aujourd'hui, tout le temps. Hein? Et dont on nous rebat les oreilles, dont nous nous moquons éperdument, évidemment. Parce que nous n'en voulons pas. Parce que nous sommes méchants. Nous ne voulons pas de ce commun avec les autres. Parce qu'il y a quelque chose de plus fort, de préalable. L'avant qui ne vient pas de nous. Hein, comme disait Lacan, pour s'en méfier aussi bien, mais il y a quelque chose d'autre. Ce que nous avons en commun, c'est le monde sans nous. Le monde qui ne s'occupe pas de nous. Et que par conséquent, aussi bien, nous n'avons pas en commun. En tout cas, qui n'a rien de commun avec nous. Vous voyez que là, tout d'un coup, ce que nous mettons sous le mot d'expérience n'a rien à voir avec l'acception usuelle, hein, de apprentissage, tâtonnement, enfin, l'expérience qui a à voir avec ce qui arrive lorsqu'on a surmonté un certain nombre de difficultés. Hein. Ce qu'on acquiert lorsque on s'est fait mal, par exemple. Hein. Et je t'avais dit, ça t'apprendra. Ça n'est absolument pas ça. L'expérience, c'est ce que Agamben a appelé la différence entre l'humain et le linguistique.
entre l'humain et le nommable, c'est-à-dire, c'est toujours Agamben qui parle, l'enfance de l'humanité. Hein? L'expérience, c'est l'enfance de l'humanité. La différence, l'infance, c'est le non parlant encore. Hein? Mais ça n'a, bien sûr, c'est un modèle, hein, ça n'existe pas. L'enfant est toujours déjà parlant, parce qu'en plus, ses parents parlent de lui avant, pendant, après, on n'arrête plus. Eh bien oui, mais bon, peut-être que nous ne naissons pas de nos parents, mais de la barre du luberon. Et si c'est pas le luberon, c'est autre chose, mais il y a toujours quelque chose qui peut jouer le rôle d'un être là, puissant, et venant avant le sujet. Voilà. Vous voyez comment ici, parce que ce sont des choses élémentaires que je dis, hein, vous comprenez, là, je balaye un petit peu devant la porte, je fais le ménage, quoi. Après, ça, il faudrait le fonder. Je m'arrête 2 secondes, ça, il faudrait le fonder philosophiquement. Oui, c'est pas la mort de fonder ça philosophiquement. Il suffit de détacher le verbe être du contexte logique dans lequel il peut signifier quelque chose. C'est extrêmement simple. Y a-t-il quoi que ce soit qui puisse arrêter le mouvement logique qui fait que ceci veut dire cela? Le charme du jugement. Le charme du jugement. Ceci est en réalité cela. Ceci veut dire cela. Y a-t-il quoi que ce soit qui puisse arrêter le mouvement logique? Être. Bien entendu. Alors, Hadot. Pierre Hadot, philosophe spécialiste de la philosophie antique, synonymise l'expérience esthétique au sens où nous la rencontrons là, et l'expérience philosophique. Dans La philosophie comme manière de vivre, Hadot explique qu'il est devenu philosophe le jour où il a éprouvé, avec une particulière violence, enfin, c'est dans une rue de Paris, le fait d'y être, enfin, le fait d'être là. Il n'y avait plus rien que le fait d'être là. Bon, expérience classique, hein, qu'on trouve sous toutes sortes de formes. Chez Bernard Noël, il y a une chose très belle comme ça. Il se souvient de l'école de son enfance. C'est une conversion. Ado. Je vous lis ça parce que ça donne un tour un peu académique à mon propos, hein, dans la philosophie comme manière de vivre. J'éprouvais un sentiment d'étrangeté, l'étonnement et l'émerveillement d'être là. En même temps, j'avais le sentiment d'être immergé dans le monde, d'en faire partie, le monde s'étendant depuis le plus petit brin d'herbe jusqu'aux étoiles. Ce monde m'était présent, intensément présent. Faire de la philosophie, ce qu'il ajoute, à considérer ensuite pour moi, à enseigner aux autres que le monde était présent. Je parle depuis un moment là, non? Ça commence à devenir 40 minutes. On a le temps aujourd'hui. Encore 2 secondes, oui, encore un tout petit peu. Alors, est-ce que tu voulais que je mette le film? Alors oui, on peut regarder peut-être... avant de regarder le film... Oh oui, un film. Oui, Maintenant que je me suis suffisamment expliqué, enfin, pour l'instant, je n'ai rien expliqué. Hein, vous vous débrouillerez avec ça tout seul. Mais nous allons regarder, ça dure 8 minutes, la fin du Stromboli de Rossellini. Bon. Parce que c'est massif, c'est gros. Mais auparavant, Philippe Lacoue-Labarthe. Donc on est toujours dans la phénoménologie, dans l'approche phénoménologique, là, de l'objet de la philosophie et de l'objet de l'esthétique. On est dans le sujet de la philosophie, de Lacoue-Labarthe. Très très grand livre.
qui a marqué les années 70, enfin, c'est énorme ce que la Coulabart et Nancy ont fait à cette époque-là, avec Derrida. Mais là, je dis Nancy et la Barthes, parce que Derrida, c'était autre chose. Ils étaient souvent ensemble, au café, mais philosophiquement, ils étaient très différents, comme vous savez. La Coulabart. C'est quoi l'objet de la philosophie lorsqu'il prend cette tournure uniquement existentielle, si je peux dire, esthétique? Je cite. C'est l'obscur travail d'une force étrangère à ce que nous disons. L'obscur travail d'une force étrangère à ce que nous disons, à la conscience que nous en avons, à la volonté de le dire, une résistance sourde, incessante, etc., etc. C'est pourquoi c'est bien une expérience, enfin, etc. Il insiste d'ailleurs, je viens à Rossellini, il insiste sur le fait que cette force étrangère à ce que nous disons, on ne peut pas la penser en recourant à la dialectique. Bien entendu, parce que à ce moment-là, il faudrait que nous ayons l'impression que nous sommes capables de la produire. Or, on ne peut pas produire ce qui n'est pas productible, ce qui n'est pas l'objet d'une production, ce qui est un avant toute production, enfin... être. Moi, je le dis un peu autrement, parce que pendant très longtemps, évidemment, comme vous, je me suis méfié de ce mot être à toutes les sauces, etc. Le caractère existant de ce qui est, le réel, je sais pas. Alors, Stromboli, puisque ça ne peut pas être produit, ça peut quand même être mis en scène. Ça, c'est un problème. Hein. Réfléchissez-y. Et puisque ça ne peut pas être produit, ça n'appartient pas au temps. Ça ne peut pas arriver dans le temps. Ça ne peut pas faire l'objet d'une éducation. Si l'éducation, c'est la formation qui prend du temps. Et la formation qui prend du temps, c'est le concept qui se donne à lui-même le temps pour se retrouver pur à sa place à la fin. Le temps, c'est le concept qui est là dans l'existence effective, dans les philosophies de la vérité. Et là, c'est pas ça du tout. Ça ne peut pas prendre du temps. Il faut que ça soit l'objet d'une conversion. C'est une conversion. Alors, on me dirait, mais les grandes conversions ont pris du temps avant d'arriver. Oui, mais à un moment donné, ça a eu lieu et puis c'est tout. Vous voyez? C'est comme lorsque Anke s'avise du fait que sa petite fille est en train de lui apprendre quelque chose. J'ai 43 ans et je ne sais pas ce que c'est qu'être content. Voilà, conversion. Alors, à la fin, comme vous savez, dans les 8 dernières minutes de Stromboli, nous assistons à une conversion. Alors, ce qui m'intéresse dans cette conversion, je suis d'accord avec vous, mais laissez-moi tranquille avec ça, s'il vous plaît. Faites comme vous pouvez avec ça. Bien sûr que ce pauvre Rossellini est catholique, qu'il y a du Dieu là-dessous. Qu'en plus l'héroïne de ce film, Ingrid Bergman, c'est sa femme, qu'il aime la filmer et qu'il aime bien partager avec elle spirituellement. Mais c'est plus compliqué que ça et vous allez voir que l'événement qu'il décrit là est un événement athée qui n'a pas besoin de Dieu. Et d'ailleurs, Dieu se présente, si jamais c'est lui, je vous dirai après que ce n'est pas le cas, un principe transcendant. Vous allez voir qu'il y a le ciel. Je ne dis pas les cieux, le ciel. Comment peut-on sortir de l'aliénation la plus grande? Comment peut-on être éclairé? Simplement par un volcan et le ciel la nuit. C'est ce que Stromboli montre. Maintenant, nous regardons ces images, si ça marche. Parce que
Moi, quand j'essaie de faire ça à la fac, ne marche jamais. On va voir. D'accord. Sinon, on regardera sur le petit écran. Mais vous connaissez peut-être la fin de Stromboli, non? Stromboli, une Autrichienne la guerre va finir, enfin, etc. Une Autrichienne se réfugie en Italie, se retrouve sur la petite île de Stromboli, elle épouse un Strombolien qui est là, qui vit dans un univers étouffant, il y a tout le village, elle ne peut plus rien faire, enfin, sa vie devient absolument insupportable. Elle aurait préféré rester dans le camp où elle était internée en Autriche à la fin de la guerre. Elle pense au suicide. Le film dure depuis 1 heure et demie. C'est une femme rompue, tout est faux dans sa vie, tout est douloureux. Elle monte sur le volcan, elle veut se suicider. Elle va se suicider. Et puis elle ne se suicide pas. Qu'est-ce qui se passe pour que elle soit régénérée de cette façon? Est-ce que ça peut marcher? Et tu as encore une petite... D'accord. Ok. Ah. Ah. Ben, on est ravis de t'accueillir. Moi, je suis ravi d'être là, enfin. Ah bonjour, c'est vrai. Voilà, Stéphane Vaquero. Oui, ça va, et toi? Ben, figure-toi on va regarder les 8 dernières minutes de Stromboli de On Rossellini. a assez de wifi parce que ça n'a pas l'air très... Ça marche pas? ça met du temps à charger. Donc. Mais est-ce qu'on peut pas regarder sur le petit écran? Ce sera pas... C'est pareil en fait, là c'est que YouTube ne se charge pas. Ah. Bon, ben, ça serait bien de regarder ces images, mais si... La dernière fois on avait eu des problèmes aussi. Ah oui? Ça... Ah. Une équipe complète. Ah. Parfait. Là on l'a en fait, mais c'est juste que YouTube est... Et mon câble il est pas bien? Le câble Ethernet, on branche directement sur le. Ah ça m'a... Ah. Normalement, ça devrait marcher. Ah, ok. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Comme sur BFM Télé. Je regarde jamais BFM Télé, mais il paraît que c'est ce qu'il y a de pire pour faire passer le temps. Vous allez voir, nous allons prendre Ingrid Bergman, qui joue le rôle de Karine, cette Autrichienne réfugiée sur l'île de Stromboli, au moment où elle quitte le village et où elle part sur les pentes du volcan pour se suicider, sans doute, ou pour rejoindre un bateau de l'autre côté, pour quitter l'île, mais en même temps, elle est à bout. Hein. Elle est à bout, elle a emporté tout ce qu'elle avait, une valise comme ça, elle veut aller prendre un bateau de l'autre côté. Mais au fur et à mesure qu'elle monte, elle s'aperçoit que ça ne va pas être si simple. Puis il y a le volcan est en activité, c'est pas une vraie éruption, mais il est en activité. Et donc elle va perdre, à un moment donné, elle va perdre tout espoir, bon, c'est la fin de tout d'un coup, hein. Voilà. Là, on est complètement au bout du film. Hein. Le film dure 1 heure et demie avant, et on la voit peu à peu, enfin dégringoler jusqu'au fond d'un abîme affectif, d'un abîme social, enfin, d'un abîme symbolique. Plus rien n'a de sens. Bon, son mari la maltraite. Les villageois se moquent d'elle. Enfin, voilà, vous imaginez. Mais vous n'avez peut-être pas vu Stromboli? Alors j'éteins le... Bon, vous verrez, pour redébrancher. c'est un film qui est assez facile à voir sur... on le trouve sur YouTube, enfin, Stromboli, de Roberto Rossellini, film des années 50, qui est un des grands Rossellini, hein, avec Ingrid Bergman, qui était une comédienne, enfin, qui était la grande comédienne du moment, mais qui était devenue sa femme, enfin. Il a tourné plusieurs films avec Ingrid Bergman, Rossellini, notamment Le Voyage en Italie, que vous pouvez voir aussi
tant que vous y êtes sur YouTube et sur quoi contrôle, le voyage en Italie, qui est aussi l'histoire, oui, d'une conversion, un couple qui voyage, je remplis. Hein. Il ne faut pas se reconnecter, c'est la même connexion. Le voyage en Italie, c'est intéressant aussi pour vous, parce qu'il y a une belle expérience que moi j'appellerais esthétique. Ouais, c'est pareil, c'est le Le voyage en rêve. Italie, c'est un couple qui se défait, hein, un couple d'Anglais qui visite l'Italie, plus rien ne va. Et ce qui va les sauver, sans doute, c'est à Pompéi de voir les corps devenus de morceaux de plâtre, Pourtant, ça hein, clignote. sortis de terre. Vous savez, il y a un creux là où il y avait les corps, on coule du plâtre, on creuse Ça et passe en on a les Wi-Fi, corps. Toi, c'est pas le Wi-Fi, en fait, c'est Fascinant. le fil. Enfin, c'est l'histoire d'une éruption volcanique. Ça va leur permettre de se retrouver, mais à l'occasion d'une procession finale, enfin, tout d'un coup, ils sont séparés par une foule joyeuse qui fête un saint local. Et C'est pénible. on ne sait pas exactement ce qui se passe là, mais ils se retrouvent. Ils vont se retrouver. Il n'y avait plus rien entre eux et... Bon, enfin, on se retrouve par l'entremise de l'Italie, vous comprenez. Bon, écoutez, je n'ajoute rien. Vous ferez de ces images ce que vous voudrez. Peut-être deux éléments de lecture, deux tout petits éléments de lecture. Slavoj Žižek a travaillé sur ce film longuement, le philosophe slovène que vous connaissez. Hein. Donc Žižek a travaillé sur ce film assez longuement dans un petit livre qui s'appelle Jacques Lacan à Hollywood et ailleurs. Jacques Lacan à Hollywood et ailleurs. C'est un film de 2010. Et alors, il dit une chose forte, à laquelle je jette dans votre jardin comme une pierre au bord du chemin. À propos de ce film, il dit que ce film met en scène ce qu'il appelle la perte de la perte elle-même. Ce film met en scène la perte de la perte elle-même. Bon. Et puis, l'autre citation, c'est Nietzsche, c'est Zarathustra. Le sentiment du ciel, pas des cieux. Qu'éprouve-t-on sous le ciel? Que gagne-t-on à s'y trouver, à le regarder être là? Alors Zarathustra. Voici, passage très célèbre du Zarathustra. Voici, il n'y a pas d'en haut, il n'y a pas d'en bas. Jette-toi çà et là, en avant, en arrière, toi qui es si léger, chante, ne parle plus. Deux lectures pour vous, pour entrer dans la fin du film de Rossellini. Deux lectures. Là, c'est un peu de philosophie, renrober la chose. Maintenant, deux lectures romanesques, puis pour terminer comme j'ai commencé. Camus, L'étranger, la fin de l'étranger. Je pourrais m'arrêter là. Hein. La fin de l'étranger, les dernières lignes de l'étranger, c'est quoi? Quelqu'un est condamné à mort, il est dans sa cellule, il y a l'opercule, il voit le ciel. Et perte de la perte. Merveille des merveilles. Bon. Conversion esthétique et philosophique. Bon. Hein. Deuxième texte. Allez-y, vous me direz une autre fois ce que vous en pensez, parce que c'est... Voilà. Deuxième texte, exactement le même, de la même façon. Une petite ouverture. Un homme seul devant le ciel. Un homme qui a tout perdu. C'est L'homme qui rétrécit de Richard Matheson. Richard Matheson, L'homme qui rétrécit, c'est un film célèbre, hein, aussi, vous connaissez, de Jack Arnold, le chef-d'œuvre de Jack Arnold, L'homme qui rétrécit, à la suite d'un accident nucléaire, etc., il a rétréci au point d'être devenu microscopique. Il est devenu absolument minuscule. Il est sur le rebord d'une fenêtre,
et le ciel. Il a tout perdu, il ne lui reste rien. Le ciel, il s'aperçoit que l'on mesure 1 millimètre ou que l'on mesure 1,50 m, le ciel est toujours proportionné de la même façon puisqu'il est immense. Que vous soyez vous ou un être humain, le ciel est toujours là de la même façon. Et la conclusion de l'homme qui rétrécit est la même que celle de l'étranger de Camus. Je vous lis la réflexion de Meursault. Hein? Dans l'étranger, à quoi je reviens pour finir. Vidé d'espoir, je m'ouvris pour la première fois à la tendre indifférence du monde. Voilà. Bon, merci de votre attention, aux uns et aux autres.